Donc, je vais démarrer par quelques questions. C'est pourquoi aujourd'hui le mot eugénisme fait-il peur? Je pense de, de façon principale parce qu'on l'associe de manière directe ou indirecte aux crimes médicaux et à l'hygiène raciale nazie. Dès qu'on prononce le mot eugénisme, se profilent en arrière-plan des images de l'époque nazie, d'élevage sélectif de grands blonds aux yeux bleus et d'euthanasie des handicapés mentaux. Une bonne partie de l'intensité émotionnelle des débats bioéthiques des 30 dernières années sur la sélection des cellules germinales, la sélection des embryons, la stérilisation des handicapés mentaux, l'euthanasie ou la manipulation du génome humain nous vient de ces images du passé. À tort ou à raison, la référence explicite ou implicite à l'inhumanité nazie est omniprésente dans tous les débats où le terme eugénisme est avancé. Oui. D'accord. Ce recours permanent est d'autant plus paradoxal qu'en France, le savoir historique précis en matière d'eugénisme nazi, en quoi consistait-il véritablement, est souvent proche de zéro. D'où l'intérêt éventuel d'introduire un peu plus d'histoire dans les débats bioéthiques actuels pour ne pas partir sur des bases erronées. En quoi consistait exactement l'eugénisme nazi? D'où venaient ces idées? Qui réclamait leur application? Qu'ont fait les médecins allemands? Que disait la science de l'époque? Ici, je vais me pencher sur un seul aspect, la stérilisation eugénique sous le nazisme. L'eugénisme nazi, en fait, comportait deux aspects principaux. C'était ce qu'on appelle l'hygiène raciale nazie. D'une part, un versant médical et pourrait-on dire social, et d'autre part, la politique raciale proprement dite. Donc, merci. Donc, si on retient, là je vais parler uniquement de l'aspect eugénisme, et je ne vais pas parler du tout aujourd'hui de la politique raciale sous le nazisme. Ah, un petit peu plus haut. Et au sein de cette politique eugéniste sous le nazisme, il y avait énormément d'aspects, dont la stérilisation n'a été qu'un des seuls aspects. On a l'habitude de découper les politiques eugénistes en deux versants. Un versant qu'on appelle l'eugénisme négatif, qui consiste à réduire d'autant que possible les naissances jugées indésirables, et l'eugénisme positif, qui consiste à, au contraire, augmenter le plus possible le nombre de naissances jugées désirables. Donc, par exemple, comme mesure d'eugénisme positif, dans les années 60, il y avait les idées de banques de sperme. Donc, les prix Nobel donnaient leur sperme à une banque qui ensuite était inséminée dans des femmes, et ça, on pensait que ça allait augmenter le nombre d'individus supérieurs. Sous le nazisme, donc, il y a également les deux aspects. Alors, par exemple, comme mesure d'eugénisme positif, il y a d'abord un prêt au mariage. C'était un prêt assez spécial qu'on obtenait après un examen médical prénuptial. Donc, mesure qui est adoptée en juin 1933. Et la particularité de ce prêt, c'était une somme assez importante pour l'époque. Chaque fois qu'on avait un enfant, 25% du prêt était considéré comme remboursé. Ce qui fait qu'au bout du quatrième enfant... Pardon? Ah, pardon. Ce qui fait qu'au bout du quatrième enfant, la totalité du prêt était remboursée sans avoir déboursé un sou. Le prêt au mariage, c'était un prêt. L'État avançait une somme, je crois que c'était 1000 Reichsmark. À l'époque, c'était une somme assez importante. Et ensuite, chaque fois que la famille, le couple, avait un enfant, l'État considérait que 25% du prêt était remboursé. Ce qui fait qu'au bout du quatrième enfant, on considérait que la totalité du prêt était remboursée. Donc c'était une mesure pour inciter les couples à avoir le plus d'enfants possible.
mais pas tous les couples, seuls ceux qui avaient reçu un avis positif après l'examen médical. Autre mesure d'eugénisme positif, une fiscalité pronataliste, donc avec différentes mesures qui sont prises en 1934 et 1939. En gros, les familles nombreuses étaient avantagées par rapport aux célibataires. Autre mesure, une incitation à la natalité par des allocations familiales, mais d'où, à nouveau, étaient exclus certains groupes. Donc tous ceux qui étaient considérés comme des malades héréditaires, des asociaux, les juifs, les tziganes et tous ceux qui étaient désignés sous le terme de étrangers raciaux. Parmi les mesures d'eugénisme négatif, la première, c'est la fameuse loi de stérilisation eugénique du 14 juillet 1933, dont je vais parler aujourd'hui, qui était intitulée « Loi de prévention d'une descendance atteinte de maladies héréditaires ». Toujours parmi les mesures d'eugénisme négatif, il y avait la criminalité était également considérée par les eugénistes comme un comportement d'origine héréditaire. Donc, parmi les mesures pour réduire la criminalité, il fallait couper l'origine de la criminalité à sa racine, donc, entre autres, stériliser ou empêcher les criminels de se reproduire. Il y a eu notamment la loi contre les criminels habituels dangereux et sur les mesures de sûreté d'amendement du 24 novembre 1933 qui prévoyait entre autres, par exemple, la castration pour les pédophiles, pédérastes et des internements en institutions closes où les sexes étaient séparés, ne pouvaient pas se reproduire. Ensuite, il y a eu la centrale, toujours dans le domaine de la criminalité, la centrale du Reich pour la lutte contre la criminalité juvénile, qui a été établie en 1939, qui établissait des camps de protection, des prétendus camps de protection de la jeunesse, qui en fait ressemblaient plutôt à des sortes de camps de concentration gérés par des médecins, où étaient triés tous les enfants et adolescents qualifiés d'asociaux ou de jeunes délinquants. Et selon les diagnostics finaux, après rééducation dans ces camps-là, ceux qui étaient considérés comme délinquants parce qu'héréditaires étaient stérilisés, et les autres étaient ensuite replacés dans différents organismes nazis. Toujours dans les mesures d'eugénisme négatif, l'homosexualité également était considérée comme une pathologie médicale à l'époque et était soumise à la castration, qui avait, dans la perspective des médecins eugénistes de l'époque, un double avantage. Premièrement, ça faisait cesser en général les rapports homosexuels, et deuxièmement, ça évitait que les homosexuels dispersent leurs mauvais gènes homosexuels à travers la population. En 1935, la castration des homosexuels était volontaire. À partir de 1939 ou 1940, ça devient une sorte de chantage, c'est-à-dire qu'un homosexuel récidiviste, la première fois ça c'était une continuation de la loi de l'Empire wilhelmien, l'homosexualité était punie de prison à l'époque, déjà avant le nazisme. La nouveauté dans le cas du nazisme, c'est qu'ils ont aggravé toutes les peines, et notamment pour les homosexuels récidivistes, c'était la déportation en camp de concentration. Et là, la castration devenait, officiellement était toujours volontaire, mais en fait, ça évitait de la déportation en camp de concentration, et pour ceux qui étaient déjà en camp de concentration, ça permettait leur libération. Et il y a en plus l'établissement de la centrale du Reich pour la lutte contre l'homosexualité et l'avortement, qui est créé en 1936. Toujours dans les différentes mesures, côté donc eugénisme positif, l'aggravation des peines pour l'avortement des femmes en bonne santé. Donc il faut savoir que également l'avortement était interdit sous la République de Weimar, mais en fait dans la réalité il était pratiqué à large échelle, notamment dans les grandes villes ouvrières comme Berlin. Il y avait une sorte de tolérance. Donc les nazis, eux, vont renforcer toutes les lois existantes. Ensuite, ça va jusqu'au décret pour la protection du mariage, de la famille et de la maternité en 1943, qui a puni les avorteurs illégaux de la peine de mort
et les femmes avortées de 5 ans d'emprisonnement. Alors, quelle était l'alternative pour les femmes qui étaient enceintes et qui ne voulaient pas avoir d'enfants? C'était d'aller dans des institutions qui s'appelaient les Lebensborn, qui étaient gérées par la SS, où elles pouvaient accoucher et abandonner leur enfant, qui ensuite étaient placés dans des familles. Et donc, institution qui a été établie en 1935. De l'autre côté, donc ça, c'est pour toutes les femmes qui sont considérées comme étant de bonne race, ayant une bonne hérédité. Renforcement de toutes les peines contre l'avortement. De l'autre côté, il y a les femmes dont on considère que les enfants à qui elles donneraient vie sont indésirables. Et là, c'est le contraire. Donc il y a au contraire avortement, et l'avortement est dépénalisé si on juge, si un médecin juge que la descendance est héréditairement malade. Alors ça, c'était une circulaire secrète de 1934 faite par le Führer des médecins du Reich à l'ensemble des médecins, mais qui n'est pas passée dans un texte de loi. Ensuite, il y a une loi en 1935, dans le cadre d'une modification de la loi de stérilisation eugénique, qui prévoit un avortement eugénique forcé jusqu'à 6 mois de grossesse pour les femmes à stériliser. Et ensuite, un décret secret en 1940 qui prévoit l'avortement eugénique forcé des femmes inférieures, entre guillemets, ou dont la descendance paraît eugéniquement indésirable. Donc, maintenant, je vais m'intéresser aux différentes catégories de personnes qui ont été stérilisées sous le Troisième Reich. Il y a deux catégories principales. Celles qui ont été stérilisées dans le cadre de cette loi de stérilisation du 14 juillet 1933 et toutes les autres qui ont été stérilisées en dehors du cadre de cette loi. Alors, d'où vient cette loi? On a l'habitude de penser que cette loi de stérilisation eugénique serait quelque chose de spécifiquement nazi. Alors, d'un côté, il est vrai que le seul parti politique sous la République de Weimar qui avait totalement intégré les revendications eugénistes dans son programme politique était le parti nazi. D'un autre côté, ce n'était pas le seul parti politique. La quasi-totalité des partis politiques sur la République de Weimar, y compris le Parti social-démocrate, avaient des revendications eugénistes et ont essayé de faire passer des mesures eugénistes pendant la République de Weimar. Le seul parti politique qui était opposé, qui faisait obstruction, c'était le parti qui s'appelait Zentrum, qui était le parti qui représentait essentiellement les catholiques, parce qu'il y avait eu une encyclique papale en 1931 qui s'opposait aussi bien à l'avortement qu'à la stérilisation. Et en fait, qui faisait forcing auprès des partis politiques pour obtenir une loi de stérilisation eugénique? C'était essentiellement le corps médical. Notamment, en 1932, les deux principales associations médicales, qui étaient d'une part l'association des médecins allemands et d'autre part le principal syndicat professionnel qui s'appelait Hartmann Bund, ont demandé à l'État de Prusse de passer une loi de stérilisation par décret, justement pour contourner l'obstruction faite par le parti du Zentrum. Donc le corps médical réclamait qu'on contourne l'opposition parlementaire d'un parti qui était au centre et qui pouvait empêcher le passage de la loi par une mesure un petit peu, une sorte de passage en force. On a aussi l'habitude de penser à l'eugénisme un peu comme une sorte de pseudo-science. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était une mesure qui était réclamée par les plus grands médecins de l'époque, en Allemagne. Bon, pour en citer quelques-uns, tout le monde a entendu parler de la maladie d'Alzheimer, donc c'est un professeur de psychiatrie en Allemagne, Alois Alzheimer. Alzheimer était un eugéniste militant. Tout le monde a entendu parler de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, il y a 2-3 ans. Le professeur Creutzfeldt, également titulaire de chaire de psychiatrie, était également un militant eugéniste. Ensuite, il faut se dire, parce que pour nous, ça nous semble quelque chose de très distant et de très exotique, mais en fait, l'eugénisme était considéré comme quelque chose de tellement normal qu'il était enseigné dans la quasi-totalité des facultés de médecine allemandes, avant 1933. Donc c'était un cours de médecine aussi normal que l'anatomie ou la pathologie ou la psychiatrie.
Euh, en- Avant l'arrivée des nazis au pouvoir, donc je vous rappelle que les nazis sont arrivés au pouvoir en janvier 1933. Euh, En passant, je rappellerai aussi qu'en fait, ils étaient dans un gouvernement de coalition où ils n'avaient que 4 sièges de ministres sur 12, parce que les autres, les nationalistes et conservateurs, pensaient qu'ils arriveraient à digérer les nazis. En fait, c'est l'inverse qui s'est passé. Donc, dans l'État de Prusse, qui était le plus grand État de l'Allemagne, l'Allemagne est découpée en États régionaux, et donc le plus grand État de l'Allemagne, qui n'était pas du tout un État conservateur et nationaliste, parce que c'était au contraire, pendant la quasi-totalité de la République de Weimar, c'était dirigé par une coalition de sociodémocrates, de centristes et de libéraux de gauche. Il y a eu un projet de loi qui a été déposé en 1932. Et toujours en Prusse, il avait été établi en 1920 un comité d'hygiène raciale auprès du gouvernement qui comprenait divers spécialistes, comme par exemple aujourd'hui nous avons le Comité national d'éthique, avec les spécialistes les plus renommés de leur discipline. Et bien là, par exemple, ça comprenait des professeurs de médecine, comme le psychiatre Bonhoeffer, qui avait la chaire de psychiatrie de Berlin, donc la plus prestigieuse université, des statisticiens, qui étaient l'équivalent de l'INED à l'époque, des hauts fonctionnaires de l'administration de la santé, des généticiens et des généticiens humains. Et encore pour insister sur l'aspect comme quoi ce n'était pas du tout quelque chose de spécifiquement nazi, parmi les 2 principaux généticiens humains qui étaient présents dans ce comité, il y avait Richard Goldschmidt et Heinrich Pohl, qui étaient tous les 2 juifs et qui ont tous les 2 dû émigrer après 1933. Qui a élaboré cette loi? Elle a eu 3 artisans majeurs. Le premier, c'était un médecin haut fonctionnaire nazi qui s'appelait le docteur Arthur Guth, il n'existait pas de ministère de la santé à l'époque, donc c'était une sorte de département de la santé du peuple au sein du ministère de l'Intérieur du Reich. Ensuite, un juriste nazi extrême qui s'appelait Falk Rutke. Et troisièmement, le plus intéressant des 3 pour nous, c'était Ernst Rudin, qui était suisse d'origine, qui a vécu de 1874 à 1952, et qui est intéressant parce qu'il est considéré toujours aujourd'hui comme le fondateur de la psychiatrie génétique, et qui était également un eugéniste militant. Notamment en 1905, il était un des membres fondateurs de la Société d'hygiène raciale, qui était la principale société eugéniste en Allemagne. Donc, par exemple, au début du XXe siècle, c'est le moment où se créent les sociétés eugénistes à travers le monde. Par exemple, en France, la première société eugénique a été fondée en 1912. En 1916, Ernst Rudin publie la première étude au monde sur l'hérédité de la schizophrénie. En 1917, il devient directeur du tout nouveau du département de généalogie de statistique du tout nouveau Institut allemand de recherche psychiatrique à Munich, qui avait été fondé par Kraepelin. Kraepelin, pour ceux qui connaissent l'histoire de la psychiatrie, c'était le pape de la classification psychiatrique au tournant du siècle. Et cet institut de recherche psychiatrique était considéré comme la Mecque de la recherche psychiatrique dans le monde à l'époque. En 1931, Rudin devient directeur de l'ensemble de cet institut, qui avait obtenu depuis 1924 le statut d'Institut Kaiser Wilhelm, ce qui est l'équivalent du CNRS ou de l'INSERM, mais en beaucoup plus élitiste. En 1933, Rudin est propulsé président de la Société allemande d'hygiène raciale, et à partir de 1935, il devient président de la Société des neurologues et psychiatres allemands. Donc, voilà, ça c'est le livre qu'il a rendu connu en 1916, la monographie sur l'hérédité et l'émergence des maladies mentales. Et à l'époque, la schizophrénie s'appelait démentia précox, donc qui était publié en 1916. Ça, c'est le fameux institut de recherche psychiatrique qui se trouvait donc près de Munich. En bas, c'est Ernst Rudin. Et tous les petits tiroirs que vous voyez derrière lui, c'est justement tous les fichiers. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc toutes les études
sur l'hérédité de telle ou telle maladie se faisait avec des petites fiches en carton dans des tiroirs en bois. Le, quoi, le plus intéressant, donc, c'est Émile Kraepelin, donc, qui est le psychiatre dont j'ai parlé tout à l'heure. Et quoi, ça, c'était l'éditeur Julius Friedrich Lehmann, qui était sans doute le plus gros éditeur médical en Allemagne, et qui était également un eugéniste militant. Et donc, grâce à son empire de presse, et notamment, pas seulement la presse médicale, mais également la presse médicale, il pouvait contribuer largement à diffuser les idées eugénistes dans le corps médical. Donc ça, en gros, c'est un des collaborateurs de Rudin qui bien qu'étant extrêmement nazi, on ne sait pas exactement pourquoi, a fui l'Allemagne nazie avant la fin de la guerre, et qui travaillait beaucoup sur l'homosexualité. Il avait toute une théorie génétique sur l'homosexualité. Et ça, c'est Rudin avec son badge du parti nazi pour ses 70 ans. Donc, au-delà de ces trois architectes principaux de la loi, ils étaient assistés par un conseil qui s'appelait le Conseil des experts pour la politique démographique et raciale, qui était composé de 15 membres, et à nouveau avec des spécialistes et experts scientifiques, dont par exemple le généticien humain Fritz Lenz, donc, qui avait commencé sa carrière dans les années 1910-1920, et qui, pour montrer aussi la continuité dans cette discipline, après 1945, a eu la direction du premier institut de génétique humaine créé en RFA. Ou le démographe Friedrich Burgdorfer, qui était le directeur de l'Office des statistiques du Reich, c'est-à-dire l'équivalent français de l'INED actuel. Alors, qui est stérilisé? Si on compare le projet de loi qui avait été élaboré en 1932 dans le cadre d'une république démocratique, la République de Weimar, et la loi qui a été passée sous les nazis. Le projet de loi de Weimar prévoyait une stérilisation uniquement volontaire. Bon, toute la question aussi de définir comment le volontariat en matière de stérilisation eugénique, parce qu'il y a des pays comme la Suède où certains secteurs de stérilisation étaient considérés comme volontaires, mais par exemple, pour les personnes à qui on a comment s'appelle le terme juridique, qui sont sous tutelle, dans ce cas-là, c'est le tuteur ou éventuellement le directeur de l'asile qui a la responsabilité de la stérilisation. La loi de Weimar, le projet de loi de Weimar n'était en outre pas très précis et incluait potentiellement beaucoup de monde, parce qu'il y avait des formulations comme les porteurs de maladies héréditaires. Et donc, en génétique de l'époque, ça voulait dire aussi bien des porteurs sains de maladies génétiques récessives. Donc, à la limite, on pouvait stériliser presque toute la population allemande. La loi nazie introduit deux changements principaux, qui sont, premièrement, la stérilisation devient obligatoire, et deuxièmement, elle dresse un catalogue très précis des maladies déclarées héréditaires ou congénitales. Donc congénital, le terme congénital n'était pas tout à fait neutre, c'est en fait quand ils considéraient qu'ils n'avaient pas réussi à démontrer que c'était héréditaire, mais ils ne voulaient pas non plus les laisser dans la nature, donc on les rangeait dans cette catégorie-là. Et il y avait 9 catégories. Donc, pour faciliter les choses, on peut les regrouper en 4 catégories principales, qui sont ceux qui s'appelaient à l'époque les faibles d'esprit congénitaux. Donc le terme allemand c'était Schwarzsinn. Aujourd'hui, il y a différents termes médicaux comme l'oligophrénie, etc. Donc qui correspondaient en gros aux handicapés arriérés mentaux, mais ça pouvait être aussi bien une personne qui était totalement intégrée dans la vie commune, par exemple une jeune coiffeuse, qui passait les tests parce qu'elle voulait se marier, qui voulait avoir le fameux prêt au mariage, donc qui allait voir le médecin pour avoir le certificat prénuptial de mariage. Le médecin faisait des tests psychologiques, elle avait des très mauvaises notes, il l'a déclarée arriérée mentale, et hop, elle se retrouvait dans cette catégorie-là.
Deuxième groupe, c'était tous les troubles neuropsychiatriques, avec la schizophrénie, la psychose maniaco-dépressive, l'épilepsie héréditaire et la chorée de Huntington. Troisième groupe, c'était les handicaps physiques, avec la cécité congénitale, la surdité congénitale, la malformation physique grave. Donc congénitale, ça veut dire maladies qui sont apparues à la naissance sans qu'on ait à démontrer si elles sont héréditaires ou pas. Et quatrième catégorie, les alcooliques graves. Où là, on ne parlait même pas ni d'héréditaire ni de congénital. Dans la pratique, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, 95% des personnes qui ont été stérilisées dans le cadre de cette loi sous le nazisme l'ont été au nom d'un diagnostic neuropsychiatrique. Le numéro 1 étant la débilité mentale congénitale. Par exemple, en 1934, ça représentait plus de la moitié des cas de stérilisation, 53%. Le deuxième, c'est la schizophrénie, un quart à peu près des cas de stérilisation, suivi par l'épilepsie, la psychose maniaco-dépressive et l'alcoolisme grave, avec 2%. Et tous les autres cas, c'est-à-dire notamment tous les handicaps physiques, cécité congénitale, surdité congénitale, chorée de Huntington et malformation physique grave héréditaire, ne représentent que 2% des cas de stérilisation. Alors, pourquoi cette loi? On peut dire qu'il y a 3 facteurs principaux. D'une part, un quasi-consensus dans la profession médicale par rapport à l'eugénisme. Deuxièmement, et je vais ensuite développer, ensuite une sorte de logique économique dans le secteur de la santé. Et troisièmement, un discours scientifique dominant de l'époque qui était, pour utiliser un terme actuel, un peu le tout génétique. L'hérédité expliquait tous les comportements humains et tous les problèmes de santé. Et ensuite, j'examinerai la question des fondements scientifiques de la stérilisation eugénique par rapport aux connaissances de l'époque. Alors, d'abord, le quasi-consensus de la profession médicale. Donc déjà, j'y ai fait allusion tout à l'heure en parlant du fait que c'était une loi qui était réclamée par la profession médicale. J'ai cité quelques grands noms de la médecine de l'époque, mais on pourrait en faire une collection. Autre signe de cette adhésion de la profession médicale de l'époque à l'eugénisme, c'est quand les nazis ont passé cette loi, ça a été salué comme une victoire par le corps médical de l'époque. Donc si vous prenez les journaux médicaux de l'époque, c'est le triomphe. Enfin, la loi qu'on attendait depuis 30 ans a été passée. Et en fait, ceux qui font des reproches à cette loi ne lui reprochent pas d'être trop dure, ils lui reprochent d'être trop molle et de ne pas aller assez loin. Et pour vous dire à quel point ce n'était pas uniquement des nazis, je vais prendre 2 exemples. Un qui était un médecin socialiste et l'autre qui était un médecin juif. Le premier, c'était un professeur d'hygiène à Dresde, à l'université de Dresde, et qui était un eugéniste, qui s'appelait Fetscher, qui a été sous le nazisme un résistant socialiste. Et vous avez sans doute entendu parler de Victor Klemperer, qui a fait le livre LTI. C'est lui, à cette époque, un médecin arien, entre guillemets, n'avait pas le droit de soigner un juif, et lui a soigné malgré tout Victor Klemperer. Le deuxième, et lui, par exemple, a publié en 1933 un article dans un journal médical en disant cette loi ne va pas assez loin, elle n'intègre pas suffisamment de monde. Elle est trop timide. Et même son de cloche, chez par exemple Gustav Aschenburg, qui était professeur de psychiatrie et fondateur d'une discipline à l'époque qui s'appelait la biologie criminelle. Donc ce n'était pas la biologie qui consiste à tuer les gens, c'était au contraire les théories biologiques au sein de la médecine qui cherchaient à expliquer la criminalité par des facteurs biologiques. Donc au début, il avait lancé une revue, etc., au début du XXe siècle, sur le sujet, et qui considérait également que la loi de stérilisation eugénique nazie, par exemple, oubliait les criminels, et qu'elle aurait dû être étendue aux criminels. Ça ne l'empêchera pas d'être évoqué quelques années plus tard en raison de ses origines juives. Deuxième facteur, c'est la logique économique. Donc il faut se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque.
Donc je crois qu'aujourd'hui en France, nous sommes à peu près à 10% de chômage, il me semble. Donc la crise économique mondiale de 1929 a eu un effet beaucoup plus dramatique. Parce que fin 1932, donc les nazis arrivent au pouvoir en janvier 1933, c'est dans ce contexte-là. Fin 1932, 44% de la population active allemande était au chômage. Et à l'époque, être au chômage, ce n'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Parce que ce chômage entraîne une crise du budget de l'État. L'allocation chômage est réduite à 6 semaines. Au bout de 6 semaines, vous ne touchiez plus aucune allocation chômage. Donc c'était la soupe populaire dans la rue. Et moins d'un chômeur sur 5 recevait encore une allocation. Cette crise économique dramatique provoque donc également une forte compression du budget de la santé. Ce qui, à son tour, entraîne une sorte de tri de la part des médecins entre les patients, parmi les patients, entre ceux qui sont considérés comme thérapeutisables et ceux qui ne le sont pas. C'est-à-dire que, par exemple, dans les asiles, les médecins se disent « je dispose de 1000 unités financières, je ne peux pas distribuer ça également sur tout le monde, sinon tout le monde va être maltraité. Donc je vais investir l'argent sur ceux dont je pense qu'il y a un espoir qu'ils s'en sortent, et les autres, là au contraire, les dépenses vont être très fortement réduites. » Et aussi se met en place dans tout le secteur de la santé une sorte de logique économique où on commence à réfléchir combien coûte tel type de maladie. Et en particulier les maladies qui sont considérées comme non guérissables. Et les maladies héréditaires étaient considérées comme non guérissables. Et en plus, continuaient à se propager. Donc il commençait à faire des calculs. Par exemple, en Allemagne, ça s'appelait les écoles spéciales pour les enfants ayant des problèmes ou les enfants attardés, etc. Donc il calculait qu'un enfant d'une école spéciale, ça coûtait 573 Reichsmark par an, ce qui était, je ne me souviens plus, mais c'était en gros du style 5 fois plus cher qu'un élève d'une école normale. Et avec toujours cette logique derrière, est-ce qu'on ne ferait mieux pas d'investir cet argent sur les enfants normaux, qui eux, à cause de la compression du budget de l'État, sont moins bien lotis? Alors, il y a toute une sorte de discipline d'économie de la santé qui se développe à cette époque-là, et avec des gens qui passent leur journée à calculer le coût des différents secteurs de la santé, et ils calculent, entre autres, justement, ils font des estimations, quel est le coût des maladies héréditaires. Et alors, ils arrivent à des estimations comme quoi ça coûterait entre 350 millions et 1 milliard de Reichsmark par an à l'État, qui, pour l'époque, étaient des sommes considérables. En revanche, ils calculaient combien ça coûterait si on stérilisait toutes ces personnes-là? Ah, ça ne coûterait que 14 millions de Reichsmark. Donc vous voyez tout de suite, on fait la soustraction, ça serait une opération très rentable. En plus, il se trouve que pour le corps médical, et en particulier pour les psychiatres, l'eugénisme avait une sorte d'allure de modernité. C'était ce qui introduisait, pendant la plus grande partie du 19e siècle, la psychiatrie était une discipline en fait qui consistait essentiellement à placer des gens dans des asiles, et on avait beaucoup de chance quand on en sortait un jour. Et là où la psychiatrie a voulu se médicaliser et véritablement soigner les gens. Bon, les thérapies de choc n'ont démarré véritablement que dans les années 30, et elles n'arrivaient à faire sortir des hôpitaux psychiatriques qu'une petite fraction des patients. Et il y avait tous ceux qui restaient ensuite pendant des dizaines d'années dans les hôpitaux psychiatriques. Donc là, il y avait chez les psychiatres, l'eugénisme avait fait l'espoir d'une prophylaxie. On allait pouvoir empêcher l'émergence des prochaines générations de patients psychiatriques. Et enfin, cette sorte de discours scientifique dominant de l'époque, hein, que j'appelle le tout génétique, qui n'était pas un terme de l'époque, un terme actuel, qui était lié au succès remporté par la science génétique dans les premières décennies du XXe siècle. Donc vous savez que les lois de Mendel, qui sont considérées comme un des fondements de la génétique moderne, ont été redécouvertes en 1900, et à partir de 1900, dans différents secteurs, aussi bien en zoologie, botanique qu'en médecine, chaque année, on découvre de plus en plus de pathologies humaines qui ont un mode de transmission mendélien, donc qui sont génétiques, etc. Et tout ça est repris par la presse. De la même façon, par exemple, qu'aujourd'hui, vous avez le
programme Génome humain qui remporte de grands succès. Ensuite, ce qui fait que dans les journaux comme Newsweek ou Times, ça fait la couverture de première page, la page de couverture, comme quoi ça y est, on a trouvé le gène de l'obésité, de l'homosexualité, du divorce, etc. Donc c'était un petit peu la même chose à l'époque. Je vous montrerai une couverture de journal de l'époque. Et donc avec un très fort écho social. Alors, la question, c'est par rapport, donc en histoire des sciences, en général, on fait attention de ne pas trop projeter les choses qu'on sait d'aujourd'hui sur le passé, parce que sinon, dans ce cas-là, on ferait passer la plupart des scientifiques du passé pour des imbéciles. Donc, on essaye davantage de voir les choses d'après le contexte de l'époque. Donc là, la question, c'était, dans la perspective de l'époque, quelle était l'efficacité de la stérilisation? Alors, d'abord, il faut savoir que la plupart des maladies qui sont véritablement génétiques, ensuite on verra celles qui, dans le contexte de l'époque, pouvaient être considérées comme telles ou pas, sont liées à des gènes récessifs. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles sont liées à des gènes récessifs? Ça veut dire qu'il faut avoir, on a tous les gènes en double, et qu'il faut avoir les deux gènes avec le porteur de la maladie pour déclarer la maladie. Les personnes qui ont un gène sain et le gène avec la maladie ne déclarent pas la maladie. En revanche, ils peuvent la transmettre. Donc, dans l'histoire de la génétique des populations, il y a une loi qui est assez connue qui s'appelle la loi d'équilibre Hardy-Weinberg, qui a été faite par un mathématicien anglais qui s'appelait Hardy et un statisticien médical allemand qui s'appelait Wilhelm Weinberg, qui permet de calculer, à partir du nombre de gens qui ont la maladie déclarée dans une population, le nombre de porteurs sains. À partir de cette loi, un autre généticien anglais qui était professeur à Cambridge, qui s'appelait Punnett, calcule en 1917, dans une revue de l'époque qui s'appelait Journal of Heredity, qu'il faudrait 22 générations pour réduire la proportion d'individus retardés dans une population de 1 sur 100 à 1 sur 1000, si le retard mental correspond à un seul gène, si... ouais. Donc je disais, la loi Hardy-Weinberg permettait de calculer à partir du nombre de, grâce à une formule mathématique, de savoir à partir du nombre de gens qui déclarent une maladie, qui est une maladie génétique récessive, combien il y a de porteurs sains de cette maladie dans la population. À partir de cette formule, quelques années plus tard, il y a un autre généticien en Angleterre qui s'appelle Punnett. Par exemple, pour ceux qui ont lu par exemple, le livre Éloge de la différence de Jacquard, il explique que la stérilisation eugénique ne sert à rien parce qu'il faudrait des siècles et des siècles pour arriver à éradiquer telle maladie génétique récessive. Et en fait, ce raisonnement avait été formulé en 1917 par ce généticien anglais. Donc, il avait calculé, si on voulait réduire la fréquence de l'arriération mentale de 1 sur 1000 à 1% dans la population, donc là, il faudrait comme condition d'abord que cette maladie corresponde à un seul gène, deuxièmement que ça soit un gène récessif, troisièmement que les gens se reproduisent au hasard au sein de la population, et donc si on stérilisait les seuls retardés. Donc il fallait 22 générations, ce qui veut dire, si on compte 4 générations par siècle, plusieurs siècles, pour que la stérilisation ait la moindre efficacité. Un autre généticien eugéniste lui a rétorqué « Non, 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 pas du tout. Les gens ne se reproduisent pas au hasard au sein de la population. Il y a des sortes d'appariements. Donc, un énarque ne va pas se reproduire avec la coiffeuse arriérée mentale. En général, les gens vont ensemble. Donc, si on introduit ça par une formule mathématique, ça corrige. Et en fait, la stérilisation eugénique est beaucoup plus efficace. En une seule génération, on arrive déjà à réduire de 36% l'émergence de l'arriération mentale. Donc, sur le plan économique, c'est très intéressant, il faut le faire. Malgré tout, dans les pays anglo-saxons, il y a un certain nombre de généticiens eugénistes qui se sont mis à douter de l'efficacité des politiques de stérilisation eugénique. Donc, pour en citer quelques-uns, par exemple, Haldane en Angleterre, qui néanmoins considérait qu'on arriverait à réduire de 20% par génération avec une telle politique.
Et du coup, il développe des modèles eugénistes alternatifs qui sont notamment des mesures d'eugénisme positif, comme en association avec un eugéniste généticien américain qui a eu le prix Nobel de médecine en 1946, qui s'appelait Hermann Müller, qui était marxiste, qui a essayé de convaincre Staline en URSS de réaliser son projet, mais ça n'a pas marché. De sélectionner le sperme des hommes les plus supérieurs de la population et ensuite d'inséminer toutes les femmes avec ça. En Allemagne, parce qu'il faut savoir qu'en fait l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse alémanique formaient une sorte de communauté scientifique où les professeurs d'université circulaient entre les pays et les étudiants. Il n'y a pas véritablement de débat sur la question avant 1933. Et par exemple, pour nommer le plus connu d'entre tous, Wilhelm Weinberg, qui était un des deux principaux statisticiens en génétique et en médecine en Allemagne, était donc lui qui a fait la loi Hardy-Weinberg en génétique des populations, qui sert de fondement justement pour cette remise en cause de l'efficacité de la stérilisation eugénique. Lui-même était un eugéniste militant qui a été un des cofondateurs de la Société d'hygiène raciale de Stuttgart. Malgré tout, les eugénistes allemands, pendant la période nazie, étaient tout à fait informés du problème. Et par exemple, si on prend le principal manuel de mathématiques pour la génétique de population, qui a été publié en 1938, même conclusion, pour réduire de moitié une maladie récessive fréquente de 20% de la population, il faudrait 4 générations. Donc encore, ce qui mettrait en doute l'efficacité de la stérilisation génique. Mais alors que les autres, par exemple aux États-Unis, ont commencé à se désintéresser de la stérilisation génique et à réfléchir à d'autres solutions, en Allemagne, ça conduit à une autre réponse. C'est au lieu de remettre en cause la stérilisation eugénique, ça conduit à une radicalisation. Avec, d'une part, ils ont essayé de développer des outils diagnostiques pour détecter les porteurs sains des maladies génétiques, donc pour stériliser un nombre encore plus important de gens, ou de ceux qui étaient considérés, c'est pas le terme de l'époque, mais borderline, c'est-à-dire ayant des manifestations de la maladie, donc dont on a de fortes raisons de suspecter dans le cadre de cette psychiatrie très héréditariste qu'ils sont véritablement porteurs de la maladie. Et sinon, la solution la plus radicale, c'était pour régler immédiatement la question, ça a été l'euthanasie. Donc je vous rappelle que l'euthanasie a tué 200 000 personnes dans les hôpitaux psychiatriques allemands. Donc là, il n'y avait pas besoin d'attendre 4 générations, c'était fait tout de suite, les économies. Donc, les maladies incriminées étaient-elles vraiment héréditaires? Donc, il faut savoir que dans la première moitié du XXe siècle, il y avait différentes méthodes pour déterminer si un caractère était héréditaire ou pas. D'abord, il y avait la méthode généalogique simple qui indiquait uniquement la présence répétée d'une maladie dans une famille. Donc, par exemple, si on voyait que dans la famille du tsar, l'hémophilie se répétait de génération en génération, ne touchait pas les femmes, mais touchait les hommes, Donc, les médecins se disaient, il doit y avoir quelque chose d'héréditaire là-dedans, mais ils n'arrivaient pas à déterminer le mode de transmission. Ensuite, deuxième méthode, qui était pour se confirmer dans l'idée qu'une maladie était héréditaire ou n'était pas héréditaire, c'était la méthode des jumeaux, qui a d'abord été lancée dans les années 1870 par Galton, qui est considéré comme le fondateur de l'eugénisme moderne en Angleterre, qui était le cousin de Darwin. Méthode mais à l'époque, ça n'a pas démarré. Méthode qui a été réintroduite en Allemagne en 1914 par le même Heinrich Pohl, qui était ce généticien humain juif qui a été révoqué par les nazis. Et en fait, ça a véritablement démarré dans les années 20, avec notamment le professeur Ottmar von Verschuer, qui a fait un travail très important en 1927. Et Verschuer, vous en avez peut-être entendu parler. Verschuer, c'est celui-ci avec un V, là. Celui-ci. Vous en avez peut-être entendu parler parce que c'était le patron scientifique du docteur Mengele. Donc pourquoi est-ce que Mengele collectionnait les jumeaux à Auschwitz? C'était pour l'institut qui se trouvait à Berlin, qui était dirigé par Verschuer. Troisième méthode,
qui était en fait la méthode généalogique extrêmement développée, sophistiquée. C'était la méthode statistique d'épidémiologie génétique. Alors là, on prenait pas une famille, on collectionnait les familles. Donc il fallait réunir le plus grand nombre de familles possible pour obtenir des ratios statistiques fiables, où on prenait des régions entières. Par exemple, on prenait la totalité de la Bavière et pour examiner les fréquences des différentes pathologies. Donc c'est les outils, les modèles statistiques qui ont été développés pour cette épidémiologie génétique ont été à nouveau développés par ce fameux Wilhelm Weinberg et ensuite ont été adoptés par Rudin, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, et son école. Et ensuite, il y avait encore d'autres méthodes dont je ne parlerai pas, mais vous verrez peut-être quelques photos tout à l'heure, dont notamment ce qui s'appelait la pathologie génétique expérimentale, qui utilisait des modèles animaux. Donc là, par exemple, les généticiens recherchaient des mutations génétiques chez les animaux qui présentaient de fortes analogies avec des pathologies humaines. Donc par exemple, telle anomalie de l'œil qui existe chez l'homme, qu'on retrouvait par exemple dans une race de lapins. Ensuite, ils sélectionnaient systématiquement cette race de lapin avec la mutation génétique. Ils la croisaient avec une autre race de lapin qui n'avait pas la mutation génétique et ils observaient les ratios. Donc, ce qui leur permettait, par exemple, de déterminer si la maladie était récessive, dominante, etc., si elle correspondait à un seul gène, à plusieurs. Et il y avait également l'embryologie qui a été utilisée. Donc, par exemple, pour la méthode généalogique, donc voilà, à l'époque, ça se faisait beaucoup avec tous ces arbres généalogiques comme ça, standardisés. Et donc, ce professeur de psychiatrie, c'est le professeur Polish, qui était également un eugéniste militant et qui, en plus, a été un expert de l'euthanasie sous le Troisième Reich. Donc, parmi ceux qui décidaient, parmi les patients psychiatriques, ceux qui devaient être tués ou pas. Donc ça, c'est la méthode des jumeaux. Donc l'idée, c'était que entre la méthode allemande des jumeaux, ça consistait à comparer des jumeaux monozygotes, donc qui sont censés avoir tous la même hérédité, avec des jumeaux dézygotes, qui sont en fait qui n'ont pas plus d'hérédité en commun que n'importe quel frère et sœur. Et on considérait que les jumeaux monozygotes avaient la même hérédité, avec un environnement sensiblement équivalent ou différent, alors que les dizygotes avaient une hérédité différente, avec le même niveau de différence dans l'environnement. Donc en comparant les deux, on pouvait déterminer l'influence de l'hérédité. C'était ça la pensée derrière la méthode des jumeaux. Donc, je parlais tout à l'heure de l'écho public de ce genre de recherche. Donc, là, vous avez une revue de l'époque, donc de l'organisme social du parti nazi, qui s'appelait le NSV, et qui, justement, est très fier de titrer « Le NSV au service de la recherche sur les jumeaux ». Alors, les maladies incriminées étaient-elles vraiment héréditaires? Donc, il faut distinguer les différentes catégories de maladies. Dans le cas des maladies et anomalies physiques, effectivement, leur transmission mendélienne héréditaire avait été démontrée à l'époque pour plusieurs d'entre elles. Par exemple, le professeur Verschuer, dont je parlais tout à l'heure, avait calculé, lui, que sur 35 000 aveugles en Allemagne, 40% devaient leur cécité à une origine héréditaire. Mais je rappelle que ces différentes catégories de handicap physique ne considéraient qu'une toute petite minorité au sein des cas de stérilisation, 4%. Donc, qu'en était-il pour les autres? Alors, c'est-à-dire les maladies mentales. Par exemple, pour la schizophrénie, quand Rudin a fait son étude en 1916, il n'a pas trouvé des ratios mendéliens. Alors, ce qu'on appelle les ratios mendéliens, par exemple, pour une maladie génétique simple, c'est quand vous avez 25 ou 75% ou 50%. Si on trouve 16%, il y a un problème. Ça ne correspond pas aux jolis ratios qu'on attend. Donc là, on cherche à trouver différentes solutions.
Donc ils ont continué à chercher parce qu'ils étaient convaincus que c'était héréditaire. Il fallait que ça soit héréditaire, donc ils ont continué à investir dans la recherche, dans la recherche. Et par exemple, en 1928, le principal disciple de Rudin, qui s'appelait Luxemburger, ainsi que Aaron Rosanoff aux États-Unis, en 1934, ont pris la méthode des jumeaux en comparant des jumeaux homozygotes et hétérozygotes. Et par exemple, Luxemburger avait trouvé que sur 106 paires de jumeaux, dont l'un au moins était schizophrène, il y avait une concordance de 66% chez les monozygotes contre seulement 3% chez les dizygotes. Et Aaron Rosanoff aux États-Unis avait trouvé que sur 142 paires, qu'il y avait 68% de concordance chez les monozygotes contre 15% contre les dizygotes. Donc pour eux, c'était une preuve supplémentaire du caractère héréditaire de la schizophrénie. Les mêmes types de modes de raisonnement pour la psychose maniaco-dépressive. Et les études sur la débilité mentale, elles étaient très, très, très approximatives. D'abord, les psychiatres de l'époque avaient tendance à mettre dans un seul sac toutes les formes d'ariation mentale comme étant une seule maladie unique. Alors que maintenant, on considère qu'il y a au moins plusieurs dizaines d'origines différentes à ce phénomène apparemment identique. Donc, ça en haut, c'est Luxemburger, donc il travaillait essentiellement sur la schizophrénie avec la méthode des jumeaux. Scholz, si je ne me trompe pas, je ne me souviens plus très bien tout de suite, là, mais je crois que c'est celui qui s'occupait aussi de l'anatomie pathologique au sein de cet institut de recherche psychiatrique, et je crois, mais ça ne l'enregistrait pas, que c'est celui également qui a disséqué certains cerveaux des fameuses expériences menées à Dachau sur l'hypopression pour le compte de la médecine aérienne. Et Adèle Judas était justement une spécialiste de l'hérédité de l'arriération mentale. Donc ça, vous avez en haut une des salles de travail de cet institut, avec justement, comme tout ça, c'était avec des petites fiches en carton, il fallait beaucoup de monde pour enregistrer tout ça. Et ensuite, comme il fallait se déplacer dans les familles, parce que cet institut se trouvait à Munich, mais il se déplaçait dans toute la Bavière. Dès qu'on leur signalait un cas quelque part, dans un petit village, hop, ils se déplaçaient avec une voiture qui, à l'époque, était quand même un moyen de locomotion moderne. Donc ils étaient très fiers de montrer que l'Institut avait une voiture. Donc, bilan de tout ça, sur 5 diagnostics du secteur neuropsychiatrique, arriération mentale, schizophrénie, psychose maniaco-dépressive et épilepsie, pour 4, il n'y avait pas de démonstration de transmission génétique probante. Seul le 5e cas, la chorée de Huntington, grâce à une étude qui avait été faite par un autre disciple de Rudin qui s'appelait Antrès en Bavière en 1921, avait montré une transmission mendélienne très claire et dominante. C'est-à-dire que là, 50% des enfants de personnes qui se marient et qui ont la chorée de Huntington ont également la chorée de Huntington. Mais du coup, il se reposait sur ces fameux, ce que Rudin avait appelé les pronostics héréditaires empiriques. Donc il y a un sociologue français qui s'appelle Robert Castel qui a parlé de la société de risque, comme quoi finalement tout est évalué en termes de risque. Et ben, eux avaient calculé que si, certes, on n'arrive pas à démontrer que la schizophrénie se transmet de façon mendélienne, parce que les ratios ne marchent pas. Mais si vous prenez le fait qu'il y a à peu près 11% des enfants de schizophrènes qui sont eux-mêmes schizophrènes, plus tant de pourcents qui ont une psychose schizoïde, plus tant de pourcents qui sont des psychopathes asociaux, tout ça, ça fait plus de 50%. Donc, par mesure de sécurité, il vaut mieux les stériliser. Donc, c'est ce qu'on appelle le pronostic héréditaire empirique. C'est calculer, faire un pronostic sur le futur, sur la descendance des individus, et décider la stérilisation sur cette base-là. Et combiné avec cette croyance médicale du tout génétique, donc ce qui fait que les médecins de l'époque n'étaient pas tellement troublés par le fait que les ratios mendéliens ne marchaient pas.
Alors, qui décidait de la stérilisation? Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que parallèlement à ces lois eugéniques, il y a eu d'autres lois pour développer toute la politique de santé dans l'Allemagne nazie. Un des aspects de cette politique de santé, c'était la loi d'unification de la santé publique en 1934 qui crée le cadre administratif d'une politique sanitaire pilotée par l'État central. Cette loi d'unification crée des offices d'État de la santé qui ont entre autres pour mission l'entretien de l'hérédité et de la race. Ils ne s'occupaient pas que de ça, mais ça c'était une de leurs fonctions principales. Ces offices de santé régionaux quadrillent la totalité du pays. Ça commence, en 1937, il y en a 745, et en 1943, il y en a déjà 1100, dans lesquels travaillent 2600 médecins fonctionnaires, plus une dizaine de milliers de médecins auxiliaires. Donc, pour savoir qui stériliser, il faut d'abord s'informer. Donc, la première tâche de ces offices de la santé, c'est de collecter des informations. Donc, première méthode pour collecter des informations, c'est par exemple toutes ces mesures d'aide à la natalité, toutes ces prêts aux familles, allocations familiales, prêts au mariage, etc. Donc, les gens, pour obtenir le prêt au mariage, vont voir le médecin de l'office de la santé régionale en disant, voilà, j'aimerais bien me marier, si c'est possible, j'aimerais bien avoir ce prêt et les allocations familiales, est-ce que je pourrais avoir un certificat médical prénuptial? Donc le médecin examine les personnes, et là, ça lui permet de déterminer justement les personnes. Il examine également les antécédents familiaux, ça lui permet de repérer les personnes susceptibles d'être stérilisées. Ensuite, autre source d'information, c'est tous les fichiers des hôpitaux, des asiles psychiatriques, des instituts pour aveugles, pour surdmués, pour handicapés, des écoles spéciales, l'équivalent de la DAS en France aujourd'hui, des bureaux d'assistance sociale, ce qui s'appelait les maisons de travail, qui étaient les maisons où on mettait à l'époque les mendiants et les vagabonds, les prisons et les bureaux biocriminologiques qui étaient installés dans les prisons, ainsi que les médecins de l'armée, de la Wehrmacht, de l'ASA, de la SS et des jeunesses hitlériennes. Tous ces médecins-là devaient transmettre les informations et leurs fichiers aux offices de la santé. Donc une collecte systématique de l'information. Ensuite, il y avait un signalement obligatoire qui ne concernait pas tous les médecins, mais en premier lieu les médecins fonctionnaires, donc de ces 745 offices de santé de l'État, ainsi que les directeurs des établissements de santé publique et des établissements pénitentiaires. La demande de stérilisation pouvait être faite soit par le patient ou le tuteur légal, en fait ça représente une toute petite minorité, 6 à 12% des cas. Ensuite, les médecins fonctionnaires des offices de santé et les directeurs d'asile, d'hôpitaux ou de prisons. Ensuite, la décision a été prise. Autre innovation de la période nazie, ils ont établi ce qui s'appelait des tribunaux de santé héréditaire, Erbgesundheitsgerichte. Il y en a eu 205 qui ont été établis à travers l'Allemagne. C'est eux qui décident des cas de stérilisation, quoi qu'ils tranchent. Donc ils reçoivent un formulaire, par exemple, d'abord qui a été envoyé par un directeur d'asile psychiatrique à l'office de santé, qui examine le cas, qui ensuite se dit oui, bon, en effet, celui-ci, il faut le stériliser, qui envoie au tribunal de santé héréditaire. C'est eux qui tranchent. Et si la décision est contestée, s'il y a un litige, par exemple, le patient peut faire appel devant 18 cours d'appel de santé héréditaire. Le tribunal de santé héréditaire était composé de 3 personnes, un juge, ce qui fait quand même quelqu'un qui connaisse les questions juridiques, un médecin de l'administration de santé et un médecin spécialiste de l'hérédité, et on observe dans la pratique que les psychiatres étaient surreprésentés. Les jugements duraient entre 3 et 15 minutes, et ce qui fait qu'à peu près de 15 à 40 cas étaient traités en une demi-journée. Bon, tous les médecins n'étaient pas censés stériliser leurs patients dans la pratique. C'était réservé à certaines catégories de médecins,
et qui étaient considérés comme médecins compétents pour pratiquer ce genre d'opération, donc étaient essentiellement des chirurgiens et des gynécologues. Et encore, ça devait être fait, pas dans n'importe quel cadre, mais dans le cadre des hôpitaux publics habilités. Donc 144 hôpitaux en Allemagne. Il se trouve que la stérilisation, pour les hommes, est une opération chirurgicale relativement simple, qui passe par la ligature des canaux déférents. En revanche, pour les femmes, c'est une opération beaucoup plus lourde, qui implique la ligature ou l'ablation des trompes, voire l'ablation totale de l'utérus. Donc qui requiert une anesthésie totale et 3 semaines d'hospitalisation et des risques non nuls, puisque une femme sur 200 décédait des suites de l'opération. Sans parler du traumatisme psychologique. C'est-à-dire que vous alliez vous marier, vous allez voir naïvement le médecin en vous disant « ça y est, je vais avoir le prêt pour le mariage, très bien, je vais pouvoir m'acheter mes meubles ». Et en fait, le médecin vous déclare apte à être stérilisé, et donc tous vos rêves s'écroulent. Donc, ce qui fait qu'un certain nombre de ces personnes, par exemple, celle qui relevait du secteur psychiatrique, elle est souvent encore beaucoup plus mal après qu'avant. Quelles étaient les méthodes? Alors, les médecins hygiénistes étaient très embêtés parce qu'il y avait certains cas où, justement, il y avait un tel risque opératoire qu'on ne pouvait pas opérer parce que la patiente risquait vraiment de décéder. Donc, ils ne voulaient pas prendre le risque. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé une alternative qui était la stérilisation par rayonnement. Et alors, ce mode de stérilisation n'était pas du tout inoffensif parce que, premièrement, ça provoquait des lésions internes, des brûlures internes, et deuxièmement, ça créait des risques de cancer très forts. Cette méthode a été développée notamment par un autre professeur, qui était lui un professeur de gynécologie, qui s'appelait Heimer, qui était spécialiste des rayonnements et directeur de la clinique gynécologique de l'université de Munich. Je me permets, c'est peut-être un peu embêtant de dire les titres de tous ces gens-là, mais c'est uniquement pour montrer, parce qu'on a tendance à penser à l'eugénisme comme un truc de quelques farfelus pseudo-scientifiques, et c'est pour montrer à quel point c'était inscrit dans la science médicale sérieuse de l'époque. C'est uniquement pour ça que je vous embête avec tous ces titres. Et donc, grâce à sa proposition, en effet, la loi de stérilisation eugénique de 14 juillet 1933 a été modifiée et a introduit cette possibilité de stérilisation par rayonnement, donc ce qui pouvait aussi concerner les femmes de plus de 38 ans. Combien de personnes ont été stérilisées par cette loi? L'historienne allemande de RFA, Gisela Bock, a calculé qu'il y a eu à peu près 400 000 personnes stérilisées entre 1933 et 1945. Ce qui représente 1% de la population allemande entre 16 et 45 ans, sans parler des autres types de stérilisation. Les 400 000 personnes en fait, la plupart des stérilisations ont lieu entre... La loi est entrée en application le 1er janvier 1934 et a été très fortement réduite à partir de l'entrée en guerre en 1939 parce qu'on ne voulait pas... Comme ça créait quand même des remous dans la population, on s'est dit qu'il y avait besoin de l'unité nationale sur le front de guerre, donc ils ont déclaré à partir de 1939 que seuls les cas urgents devaient être traités. Donc, ce qui fait que la plus grande partie a été faite entre janvier 1934 et septembre 1939. Quelle est la différence de la loi nazie par rapport aux lois eugéniques d'autres pays, notamment les pays démocratiques comme les États-Unis, comme les pays scandinaves, etc. C'est cette application systématique. En comparaison des 400 000 stérilisés entre 1934 et 1945 en Allemagne nazie, aux États-Unis pendant la même période, il y a, alors que la population, je ne sais plus combien de fois supérieure était à celle de l'Allemagne, je pense au moins 3 fois, il y a eu seulement, entre guillemets, 29 000 stérilisés. Donc moins de 10% de ce qui a été fait en Allemagne nazie. En Allemagne nazie, c'était donc 14 fois plus de personnes par an que les États-Unis. 33 300 contre 2 400 par an. On approche de la fin. Alors, la propagande nazie présentait en général les gens qui devaient être stérilisés dans les journaux comme étant des cas épouvantables qui faisaient peur. Donc ils prenaient dans les hôpitaux psychiatriques ou pour handicapés mentaux les spécimens les plus épouvantables et c'est ça qu'on voyait sur les affiches pour dire il faut stériliser.
En fait, dans la réalité, ce n'étaient pas du tout les cas les plus sérieux des hôpitaux psychiatriques. D'abord parce que, justement, les cas plus sérieux, le schizophrène catatonique, ou je ne sais plus comment on dit, qui reste 20 ans immobile dans sa cellule sans parler à personne et sans avoir aucun contact avec personne, il n'y avait aucun risque qu'il se reproduise, donc il n'était pas nécessaire de le stériliser. En plus, tout ce genre d'institution, à l'époque, les sexes étaient séparés, donc il n'y avait absolument aucun risque. Et de toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, leur cas était réglé par l'euthanasie. Tous ceux-là ont été euthanasiés. Et en fait, qui sont les personnes qui ont été stérilisées? C'est plutôt les cas limites, ou en rémission, ou ayant fait un séjour unique ou quelques séjours répétés en asile, et sur le point d'être relâché ou déjà relâché. Donc par exemple, s'il y a 15 ans, vous aviez passé 3 mois dans un hôpital psychiatrique parce que vous avez une crise de délire, 8 ans après une deuxième fois, là vous étiez repéré, vous étiez dans les fichiers, et là vous étiez stérilisé. Même si aujourd'hui vous étiez en parfaite bonne santé, totalement intégré dans la société. Parce que là on considérait qu'il y avait un risque que vous reproduisiez, que vous transmettez votre mauvaise hérédité à la descendance. Et donc, justement, 2 tiers des personnes stérilisées en Allemagne vivaient en dehors des asiles au moment du jugement. Ils étaient jeunes, en général, moins de 45 ans, c'est-à-dire aptes à la reproduction, et donc dangereux, entre guillemets, pour le futur patrimoine héréditaire allemand. Donc toujours pour la galerie des célébrités à la fois impliquées dans l'eugénisme et dans les crimes médicaux, juste les deux de droite, parce qu'ils en ont aussi profité pour intensifier leurs recherches scientifiques. Et vous avez peut-être entendu parler de la maladie de Alvorden-Spatz, qui est une maladie neurologique, donc qui doit son nom aux 2 neurologues qui se trouvent à droite, qui, eux, donc, non seulement étaient des eugénistes militants, mais en plus, pour intensifier les recherches, ont récupéré systématiquement tous les cerveaux des personnes handicapées qui étaient euthanasiées. Et en plus, ils allaient dans les centres d'euthanasie en disant pour demain, j'ai besoin de cela pour mes recherches. Donc ça fait partie justement des victimes de ce type de psychiatre. Et neurologue. Donc, dernière catégorie, c'était les alcooliques. Donc, contrairement à certains généticiens d'aujourd'hui qui disent qu'il y a un gène de l'alcoolisme, les généticiens humains de l'époque ne disaient pas que l'alcoolisme était directement héréditaire. Mais ils considéraient que, comme pour la criminalité, qu'en fait, l'alcoolisme découlait d'une mauvaise hérédité, c'est-à-dire c'était des psychopathes héréditaires, dont ça pouvait se manifester ensuite par l'alcoolisme, par la criminalité, par le comportement social, etc. Donc la meilleure méthode pour lutter contre l'alcoolisme, c'était de lutter contre ces psychopathes héréditaires à l'hérédité chargée. Et par exemple, le professeur Kuhn, qui était directeur de l'Institut d'hygiène à l'université de Gießen, dans un discours de 1932, donc avant l'arrivée des nazis au pouvoir, proposait ça comme principale méthode de lutte contre l'alcoolisme, la stérilisation. Et ce qui fait qu'à peu près 8000 alcooliques graves, hommes à 98%, ont été stérilisés de force entre 34 et 39. Donc, pour terminer, donc là, nous avons vu tous les cas des personnes qui ont été stérilisées dans le cadre de la loi du 14 juillet 1933. Il y a d'autres personnes qui ont été stérilisées sous le nazisme en dehors du cadre de cette loi, ou pour lesquelles les responsables de la politique sanitaire, etc., ont trouvé d'autres solutions, entre guillemets. Donc, par exemple, les criminels et délinquants récidivistes, finalement, ils n'ont pas été stérilisés parce qu'il était question d'établir une loi spéciale pour eux, pour les stériliser. Et finalement, la solution, ça a été de les exterminer par le travail. Donc, c'était le terme officiel, c'était extermination par le travail dans les camps de concentration. Deuxième catégorie, ceux qui étaient qualifiés d'asociaux. Donc, ce n'est pas forcément des gens qui sont criminels au sens où ils ont été condamnés par la justice pour vol, etc., et qui ont été en prison. C'est des gens qui sont à la limite de la société, comme par exemple les vagabonds, les mendiants, ceux qui étaient qualifiés de récalcitrants au travail, c'est-à-dire qu'on considérait qu'ils vivaient au crochet de la sécurité sociale de l'époque au lieu d'aller travailler, qui refusaient les travaux qu'on leur proposait.
et les jeunes délinquants, etc. Donc pour eux aussi, en fait, souvent, ils n'ont pas été stérilisés, mais ils ont été soit réintégrés de force dans la société par des corps, dans des sortes de corps disciplinaires, soit ils ont été exterminés. Les homosexuels, j'en ai parlé tout à l'heure, ainsi que les délinquants et criminels sexuels, par exemple comme pédophilie, etc. Donc là, c'était la castration de plus en plus systématique. Et les tziganes, eux, c'était une politique qui était à l'intersection de la politique eugéniste et biocriminologique, entre guillemets, c'est-à-dire on considérait que les tziganes, dans le langage de l'époque, les tziganes sont tous criminels. La criminalité d'origine génétique, donc si on veut corriger le problème de la délinquance tzigane, il faut les stériliser. Donc ça, c'était pour le versant eugéniste. En même temps, les tziganes étaient également considérés comme une population racialement étrangère, qui était indésirable dans le corps du peuple allemand, donc également à éliminer. Donc finalement, une partie a été stérilisée et les autres ont été exterminés, notamment à Auschwitz. Bon, il y a eu encore, pour terminer, d'autres catégories. Il y a eu ceux qui ont été dénommés de façon injurieuse les bâtards de Rhénanie. C'était après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne devait payer des réparations. Il y a un moment, elle a refusé de les payer. Et ce qui fait que l'armée française et belge a occupé certaines parties de l'Allemagne, notamment la Ruhr et la Rhénanie. Parmi ces armées françaises et belges, il y avait des soldats coloniaux qui venaient d'Afrique ou d'Indochine, qui ont eu des relations sexuelles avec les femmes allemandes, et il en est sorti des enfants. Donc, qui étaient des enfants métis. Pour les nazis, c'était une horreur. Donc, ces enfants ont tous été stérilisés en 1937. Ensuite, il y a eu... Et enfin, il y a eu les catégories visées les plus importantes en nombre, mais là, on peut dire qu'ils ont été sauvés par le fait que la science médicale n'est pas allée assez vite. C'était premièrement ceux considérés comme les sous-hommes slaves, les Polonais et Russes qui n'étaient pas de la race nordique supérieure, qui n'étaient pas blonds aux yeux bleus avec le crâne de l'icocéphale, qui à long terme devaient être éliminés. Et deuxièmement, les juifs et les métis juifs, qui devaient aussi être éliminés. Et donc, notamment, vous avez peut-être entendu parler à Auschwitz, il y a eu différents médecins qui ont mené des recherches sur des méthodes pour stériliser à grande échelle. Donc, notamment le professeur Klauberg, qui est un gynécologue très connu, puisqu'il y a encore un test Klauberg qui existe aujourd'hui dans le monde, et qui a mené des recherches pour stériliser avec différentes méthodes. Donc, lui, c'était surtout avec des méthodes chimiques d'injection de solutions dans les femmes qui les rendaient en une minute, la femme devait être stérilisée. D'autres ont essayé avec des méthodes de rayonnement, etc., où des groupes de 30 femmes passaient devant des sortes de guichets où elles étaient soumises à des rayonnements très forts. On pourrait dire, heureusement, là, ils n'ont pas trouvé la méthode adéquate, et ce qui fait que c'est... D'un autre côté, je veux dire, ils ont été exterminés, mais toujours est-il que la méthode n'a pas été appliquée parce qu'ils n'ont pas trouvé la méthode adéquate. Pour conclure, on constate plusieurs choses. Premièrement, que l'eugénisme s'imposait comme une solution prolifactique dans un moment de crise économique et de restriction du budget de l'État, pour réduire les dépenses de santé jugées improductives. Un contexte donc où la logique économique l'a emporté, sous l'effet de la crise, dans le secteur de la santé. Deuxièmement, que l'eugénisme s'imposait car il correspondait au discours scientifique dominant dans les sciences biomédicales, selon lequel tout était héréditaire. Et où ce discours du tout est héréditaire avait une allure de modernité scientifique grâce aux nombreuses avancées de l'époque dans la génétique humaine. Troisièmement, l'eugénisme s'est imposé car il était réclamé par la profession médicale qui faisait un forcing pour obtenir le vote d'une loi de stérilisation. Je prends le risque, en tant qu'historien, de dire que même si les nazis n'étaient pas arrivés au pouvoir, il y aurait probablement eu une loi de stérilisation eugénique en Allemagne, comme il y en a eu dans les pays scandinaves et aux États-Unis. En revanche, les nazis, en mettant en place un État où les citoyens ordinaires étaient infiniment plus contrôlés que dans une démocratie, et où tous les déviants perdaient tous leurs droits, y compris celui de vivre, ont créé un contexte où la politique eugéniste pouvait être poussée jusqu'à l'extrême limite de sa logique la plus radicale. De la conjonction de ces deux séries de facteurs, on a assisté à la politique de purification héréditaire et raciale la plus radicale qui soit sur Terre, politique qui n'aurait pas été possible, dans cette forme au moins, sans la collaboration active et le plus souvent zélée de la profession médicale. Je vous remercie.